Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, voici la revue de presse du pôle de Renaissance communiste en France pour la semaine du 23 au 29 octobre. Une revue de presse qui est encore assez animée, notamment autour des événements qui se passent au Proche-Orient, mais pas seulement, même si c'est par cette zone que nous allons commencer pour l'événement de la semaine. Parce que l'événement de la semaine, eh bien, c'est bien entendu le voyage d'Emmanuel Macron, accompagné de ses sbires en Israël. Il a notamment rencontré Benjamin Netanyahou le mardi 24 octobre. Alors parmi ceux qui l'accompagnaient, vous avez notamment Yael Braun-Pivet, hein, qui appelle à un soutien inconditionnel à Israël, comme on le sait. Et ce qui est frappant, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis Tel Aviv, a notamment déclaré la chose suivante, ce à quoi il appelle, à savoir que la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous la France, hein, soyons bien clairs, sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Donc voilà qu'on va créer une coalition internationale contre le Hamas. C'est une proposition qui a surpris l'Europe entière, même le monde entier, et jusqu'au Quai d'Orsay. Jusqu'au Quai d'Orsay avec lequel la Macronie a d'ailleurs de plus en plus de difficultés, et mieux que ça, vis-à-vis duquel eh bien, la Macronie assume carrément une rupture. Une rupture sachant que le Quai d'Orsay était jusqu'à présent, a toujours été sur une position relativement équilibrée. Mais comme l'a parfaitement dit Sylvain Maillard, qui est le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, nous ne prenons pas nos ordres au Quai d'Orsay. Et donc la Macronie se fiche littéralement de savoir ce que pense bien sûr le Quai d'Orsay dans cette affaire. Ainsi se creuse davantage le fossé entre un illuminé et tous ces laquais qui le servent, avec leurs idées saugrenues. Idées saugrenues, c'est un article du Point qui le dit, concernant la proposition d'Emmanuel Macron à propos de cette coalition internationale anti-Hamas. Donc d'une part, ces illuminés, et puis d'autre part, notamment le ministère des Affaires étrangères, qui est d'ailleurs mis à mal par Emmanuel Macron depuis un certain temps. Que l'on se souvienne, en juin 2022, de la décision prise par la Macronie de supprimer le corps diplomatique. Et dans le cas présent, il y a une chose qui est certaine, c'est que comparer le Hamas à Daesh, c'est un petit peu osé. Et c'est ce qu'explique Héloïse Fayette, qui est chercheuse à l'Institut français de relations internationales, l'IFRI, puisqu'elle déclare qu'entre Daesh et le Hamas, les différences sont majeures. Et elle pointe en particulier à un manque de précision et de pertinence stratégique dans la proposition émise par Emmanuel Macron, ce qui n'est pas surprenant, hein, nous y sommes habitués. Et pour cause, parce qu'on imagine très mal les pays arabes, qui pour le coup n'ont pas hésité à se ranger dans une coalition internationale contre Daesh, eh bien se ranger dans une coalition en contradiction avec les déclarations diplomatiques des 10 pays arabes, et surtout en contradiction avec la, population la mobilisation des populations partout dans le monde arabe, et qui soutiennent, et on ne peut faire autre chose d'ailleurs, le peuple palestinien face au bombardement continu d'Israël. En fait, la comparaison entre Daesh et le Hamas, qui sont certes tous les deux islamistes obscurantistes, là n'est pas la question, se heurte à une contradiction majeure. C'est que Daesh ne veut pas de l'existence d'une nation palestinienne. Contrairement au Hamas, qui, qu'on le veuille ou non, qu'on le déplore ou non, eh bien, à l'heure actuelle, représente eh bien, les habitants de Gaza en particulier, puisqu'il faut rappeler que le Hamas avait gagné les élections législatives en 2006, et qu'en mai 2021, il n'a pas pu, comme toutes les autres formations politiques d'ailleurs, se présenter, puisque l'autorité palestinienne, sous l'autorité de Mahmoud Abbas, avait décidé d'annuler ces élections. Et la grande différence, on l'a dit, c'est que Daesh ne veut pas de l'existence d'une Palestine. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on peut voir une vidéo de l'été 2014 où des membres de Daesh brûlaient le drapeau palestinien. C'est normal puisque pour Daesh, seul compte l'Oumma, spécifiquement musulmane, enfin selon leurs critères d'ailleurs, soit dit en passant, ce qui implique de liquider les nations arabes, dont la Palestine. Voilà pourquoi nous voyons bien que cette proposition d'Emmanuel Macron est non seulement saugrenue, mais pire que ça, dangereuse. Parce que comme le signale très bien Pierre-Jean Louisard, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est un historien spécialiste de l'islam au Moyen-Orient, toutes les coalitions internationales formées contre des mouvements djihadistes ont finalement eu un effet contraire au but recherché. Et dans le fond, cette proposition risque d'accroître, c'est toujours ce que dit Pierre-Jean Louisard, les divisions et d'aggraver les haines réciproques en nous entraînant, nous la France, dans une guerre qui ne devrait pas être la nôtre. Et ce, tout en alignant définitivement d'ailleurs la France sur la diplomatie de Tel Aviv.
Notez d'ailleurs que les conséquences négatives pour la France se font déjà sentir. Puisque, comme cela est rapporté par la presse quotidienne en France, en Tunisie, une manifestation de soutien au peuple palestinien a débouché bien sûr sur une expression de colère vis-à-vis d'Israël, mais aussi vis-à-vis de la France. Et c'est Libération qui le signale. Donc, plus que jamais, nous voyons la nécessité absolue, vitale, de sortir de la France de l'axe UE-OTAN. Un axe UE-OTAN qui est soutenu par toutes les forces politiques établies, de Le Pen-Zemmour, jusqu'à, nous en reparlerons, Fabien Roussel d'ailleurs, qu'on le veuille ou non. Et c'est vraiment indispensable si on ne veut pas exposer la France aussi eh bien, à des risques qui pourraient menacer sa population. Le chiffre de la semaine à présent. Nous allons changer un petit peu de thématique. 1000. Chiffre tout rond. 1000 milliards de dollars. C'est le montant des profits des grandes multinationales qui ont été réalisés à l'étranger et qui sont redirigés vers des paradis fiscaux, ce qui représente 35% du total des profits réalisés en 2022 pour un montant global de 2800 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Une somme, précise Le Monde, qui est équivalente au produit intérieur brut du Danemark et de la Belgique réunis. Et Le Monde d'ajouter que les efforts des États pour mieux taxer les multinationales à l'avenir risquent de ne pas changer fondamentalement la donne. À vrai dire, on s'en serait légèrement douté. En tout cas, une chose est sûre, nous sommes bien loin des déclarations tapageuses de l'ancien président de la République et surtout du criminel de guerre qui est Nicolas Sarkozy, qui en septembre 2009 avait quand même eu le culot de déclarer au plus fort de la crise des subprimes de l'époque que les paradis fiscaux, c'est terminé. Bon. Alors évidemment, à part les benets de la Macronie ou de type LR également, personne ne pouvait croire à une telle affabulation. Mais le montant révélé de 1000 milliards de dollars a quand même témoigne de deux éléments majeurs. D'une part, le fait que le capitalisme repose structurellement, plus que jamais, sur la recherche du taux de profit maximal et sans aucun rapport, il faut insister là-dessus, plus que jamais, avec la sphère productive. Conformément, dans le fond, à la philosophie qui a été développée déjà au XVIIIe siècle, en réalité, par Bernard Mandeville et Adam Smith, pour qui la vertu cardinale du capitalisme, c'est la recherche égoïste du taux de profit maximal. Et puis le deuxième enseignement de ce chiffre non négligeable, et ce n'est pas un hasard puisque ça se situe dans un contexte de marche à la guerre généralisée, c'est que dans ce contexte dramatique, les multinationales visent à engranger un maximum de profits. Et dans une logique que l'on peut clairement qualifier de survivaliste. Une logique qui est de plus en plus en expansion et qui n'est pas nouvelle. Car il faut rappeler le cas très intéressant de Pietro Falotti. Alors qui est-il? Eh bien c'était en 2014, au cours d'un reportage réalisé par un journal suisse en 2014, on précisait que Pietro Falotti était membre du conseil d'administration de Business Investigation et qu'il opérait également sous le pseudo de Pietro San Giorgio comme survivaliste, prédisant, je cite, un effondrement global d'ici à 2025, et il avait eu l'occasion de tester dans un échange l'ensemble de ses idées, dans un échange avec Alain Soral en 2012. Ainsi se confirme l'analyse du PRCF, selon laquelle le capitalisme opère depuis des décennies dans une logique de plus en plus exterministe, sciemment menée par des illuminés à tous les niveaux, parce que dans le fond, que ce soit Falotti ou Macron, c'est le même combat. L'image de la semaine, à présent, elle nous vient du stade du Celtic Park, à l'occasion, et elle a été prise à l'occasion du match de football entre le Celtic Glasgow et l'Atlético de Madrid dans le cadre de la Ligue des Champions. Elle est en date du mercredi 25 octobre, et on y voit tous les supporters du Celtic Glasgow qui arborent, qui brandissent des écharpes et des drapeaux aux couleurs de la Palestine. Le Parisien ajoute cette précision. Des centaines de drapeaux ont été brandis dans les tribunes par les supporters locaux, notamment par la Green Brigade, le groupe de supporters ultra formé en 2006. On pouvait aussi y lire de nombreux Free Palestine. De fait, au-delà de la photo, c'est bel et bien tout le stade qui soutenait le peuple palestinien. Cela représente naturellement un joli camouflet pour tous les pro-israéliens fanatiques qui auront du mal à arguer de l'antisémitisme qui existerait chez les supporters écossais. Vous savez, cet argument, il est utilisé bien sûr par les médias aux ordres pour faire taire toute critique de la politique israélienne. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau. Il faut quand même rappeler qu'en 2003, il y a 20 ans, Pascal Boniface, qui est chercheur à l'Institut de recherche internationale et stratégique, IRIS, avait publié un ouvrage, donc en date de 2003, dont le titre était très évocateur.
est-il permis de critiquer Israël? En France, la réponse est clairement négative. Et d'autant plus que la Macronie, qui est un véritable tapis brun pour Netanyahou, interdit les rassemblements en soutien au peuple palestinien, tous les rassemblements pratiquement. Au point que lorsqu'on est gazaoui, aujourd'hui en France, comme le signale un article de France 24, on a peur de dire notre soutien à la Palestine. Voilà la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui en France en 2023. Une telle peur ne risque pas d'envahir les défenseurs inconditionnels d'Israël en France, puisque de toute façon ils n'auront pas de répression. Mais ils se heurteront à un autre problème majeur, au manque de soutien en faveur d'Israël en France. Et pour cause, quand on voit la situation réelle de qui subit le plus de violence entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Et c'est d'ailleurs ce dont se plaignent les pro-israéliens proactifs qui font tout pour faire en sorte que si vous critiquez Israël, vous êtes forcément antisémite. Eh bien, les supporters du Celtic Park ont apporté la démonstration par l'absurde que c'est exactement l'inverse. La personnalité de la semaine à présent, justement en lien d'ailleurs avec ce qui a été dit, eh bien c'est Fabien Roussel. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de lui, mais c'est vrai que là, il bascule de plus en plus définitivement dans le camp euro-atlantique. Emmanuel Macron qui s'est également entretenu avec le président de l'autorité palestinienne, on y revient dans un instant, mais Fabien Roussel, est-ce que la visite d'Emmanuel Macron a été utile, même s'il n'a pas prononcé le mot de cessez-le-feu que vous souhaitiez vous entendre? Sa visite, elle est importante d'abord parce qu'il y a la question des otages. Il y en a au moins un français, de nos compatriotes. Elle est importante aussi pour envoyer un signal à l'ensemble des pays du Proche-Orient, mais aussi pour parler avec le Premier ministre israélien et appeler à un cessez-le-feu. Mais le mot n'a pas été prononcé. C'est important. Oui, ça c'est quelque chose que l'on pourra regretter à la fin de sa visite, si d'ici la fin de sa visite, ce n'est toujours pas prononcé. Nous avons pu nous en apercevoir à l'occasion de l'émission C'est à vous sur France 5, en date du mardi 24 octobre 2023. Car lorsqu'il a été interrogé au sujet de l'utilité de la visite d'Emmanuel Macron en Israël, voici ce que le secrétaire national du PCF a déclaré. Sa visite est importante. D'abord parce qu'il y a la question des otages. Elle est importante aussi pour envoyer un signal à l'ensemble des pays du Proche-Orient, on ignore quel signal d'ailleurs, et aussi pour parler avec le Premier ministre israélien et appeler à un cessez-le-feu. Et lorsque la journaliste lui fait remarquer que Emmanuel Macron n'a même pas utilisé le terme de cessez-le-feu, eh bien, Fabien Roussel de justifier l'attitude d'Emmanuel Macron. Ça, c'est quelque chose que l'on pourra regretter à la fin de sa visite, si d'ici la fin de sa visite, ce n'est toujours pas prononcé. Eh bien, nous imaginons que Fabien Roussel a regretté, quand bien même la visite d'Emmanuel Macron est importante si elle arrive à faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes, bien entendu, Emmanuel Macron ne l'a pas réussi, nous le savions. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Fabien Roussel, alors certes, il a rappelé qu'Israël ne respecte jamais les résolutions de l'ONU, et il a même osé dire que l'armée israélienne commet des crimes de guerre. Ça, on le savait déjà depuis un moment. Mais on sent bien que Fabien Roussel, dans le fond, qui est plus prompt à attaquer la France insoumise, d'ailleurs en parallèle à toute la meute de l'extrême droite qui se déchaîne contre Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants, eh bien on sent bien que Fabien Roussel est timoré sur ce sujet palestinien. Comme le fait d'ailleurs remarquer un commentaire en dessous de la vidéo qui a été posté, et un commentaire qui émane d'un camarade du PCF-PGE. Voici ce que dit ce camarade. Il faut être plus offensif sur la Palestine. Le régime israélien est en train de préparer un nettoyage ethnique. Donc on ne peut pas se permettre d'être mou. Mou, c'est une tradition chez Fabien Roussel, comme d'ailleurs pour les composantes pro-israéliennes de la NUPES, et je ne parle même pas de l'ensemble de la droite. Parce que pour Fabien Roussel, en fait, Israël est une démocratie. Quand bien même le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, affirmait déjà en décembre 2022 qu'Israël était en train de devenir une théocratie fasciste. Donc dans le fond, si vous voulez, pour Fabien Roussel, tout comme pour Yannick Jadot d'ailleurs, la position d'Emmanuel Macron paraît équilibrée. Je dis Yannick Jadot parce que celui-ci a quand même déclaré sans rire que la parole d'Emmanuel Macron était forte et utile au sujet du Proche-Orient. Bien. À vrai dire, l'étape de la mollesse a déjà été franchie depuis un moment par Fabien Roussel, qui, rappelons-le, le 30 novembre 2022 avait approuvé l'infâme résolution
adopté à l'Assemblée nationale en faveur de l'axe UE-OTAN, en soutien au régime pro-nazi de Kiev et en faveur de la dislocation de la souveraineté et de l'indépendance nationale de la France dans tout cet ensemble-là. Bien. Rappelons que la même mollesse s'est manifestée lorsque Fabien Roussel a posé bras dessus, bras dessous avec Valérie Pécresse en septembre 2021, avec Édouard Philippe, qui le tutoie d'ailleurs tant qu'on y est, en septembre 2023 lors de la fête de l'UMA, face également au pro-Israël fanatique Christian Estrosi lors de la visite de Fabien Roussel récemment à Nice, et puis bien entendu en posant avec Bernard Cazeneuve, l'homme qui réprimait les manifestants refusant la destruction du Code du travail en 2016. À vrai dire, on se demande ce qu'il faut encore aux camarades du PCF pour enfin ouvrir les yeux sur l'euro-liquidateur qu'est Fabien Roussel. La déclaration de la semaine, désormais, elle va permettre de faire le lien avec ce que nous venons de dire, parce elle permet de juger de l'utilité et de la force de la visite d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient. We are the people of the light, they are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. Citizens of Israel, October 7th was a very dark and black day in our history. We will fully investigate what had happened at our southern border, the border with Gaza. Everybody will have to provide answers, myself included, but all that will happen only after the war. As a prime minister, I'm responsible for guaranteeing the future of this country, and now my role is to lead all Israelis, the state of Israel and the people of Israel, to an overpowering victory. It is now a time to come together for one purpose, to storm ahead to achieve victory. With joint forces and a profound belief in our justness, a profound belief in the eternity of the Jewish people, we shall realize the prophecy of Isaiah. There will no longer be stealing at your borders, and your gates will be of glory. Cette déclaration est signée Benjamin Netanyahou, qui promet de réaliser la prophétie d'Isaïe et qui ajoute que les Palestiniens sont le peuple des ténèbres et la lumière triomphe des ténèbres. Bon, ben voilà, tout est dit très clairement. Même le Figaro, qui au passage est plus critique que Le Point, il faut le faire, se permet de préciser la chose suivante. Ces paroles, à Benjamin Netanyahou, ont fait gloser bon nombre de commentateurs anonymes des réseaux sociaux. Discours belliqueux, combats eschatologiques, guerriers illuminés. Illuminé. Oui, c'est exactement le mot qui convient pour ce grand ami d'Emmanuel Macron. Un illuminé qui est ami avec d'autres illuminés. Macron, bien sûr, Biden, Trump et tous les soutiens inconditionnels d'Israël, qui d'ailleurs, conformément à la vision du ministre de la Défense Yoav Gallant, ministre de la Défense qui, rappelons-le, en Israël, avait déclaré que les Palestiniens sont des animaux. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Eh bien, nous voyons bien que pour ces illuminés-là, les Palestiniens sont à nettoyer. Et la raison est très simple. C'est que tous ces illuminés croient en la supériorité du soi-disant Occident et de la soi-disant civilisation judéo-chrétienne sur le reste du monde. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté d'entendre ce genre de propos. Souvenons-nous de Philippe Juvin, qui était candidat à la primaire LR lors de l'élection présidentielle de 2022, et qui déclara tranquillement « J'assume de croire que notre modèle de civilisation est supérieur. » Occident, Europe, également Europe, civilisation judéo-chrétienne. Autant de concepts qui, comme l'a très bien analysé le PRCF à plusieurs reprises, en prenant par exemple un article publié en mai 2022 dans la revue théorique Étincelle et qui s'intitule « Europe et Occident » ou le choc des civilisations réactivées par la guerre en Ukraine, eh bien ces concepts y permettent de verser inconsciemment dans un discours civilisationnel et racialiste d'extrême droite. Voilà la réalité de ces concepts que sont Occident, civilisation judéo-chrétienne ou Europe. Et, en plus, en permettant aux défenseurs de l'axe UE-OTAN de poursuivre leur politique du deux poids, deux mesures. Ce que d'ailleurs la guerre en Ukraine avait déjà spectaculairement révélé. Dès lors, on ne s'étonnera pas que Le Point, qui est certainement l'un des plus pro-Israël qui soit parmi les médias en France, pose la question suivante dans son numéro du 19 au 25 octobre. Peut-on penser librement quand on est arabe ?
Et le mieux, c'est que cet article est bien sûr signé Kamel Daoud, qui passe son temps à essentialiser les Arabes et qui indique que dans le monde dit arabe, où toute voie de liberté est perçue comme dissidente, que dire en France, soit dit en passant, le terrorisme des médias frappe ceux qui osent interroger la doxa palestinienne, pas israélienne naturellement, celle-là il ne faut pas l'interroger, vous vous en doutez. En gros, cela signifie priorité à la guerre contre le Hamas et au soutien inconditionnel à Israël. Et pour les Palestiniens, espérer peut-être qu'un jour soient appliquées les résolutions de l'ONU adoptées depuis plus de 50 ans. L'infolute de la semaine à présent. C'est une manifestation qui a moins fait parler, mais qui est très intéressante, puisqu'elle est en date du mardi 24 octobre à Paris. C'est celle des retraités, qui, à l'appel des syndicats, se sont rassemblés aux Invalides à Paris pour dénoncer l'inflation et demander une hausse de 10% de leur pension. D'ailleurs, le Point souligne la chose suivante, à savoir que l'INSEE évalue ainsi à 80% l'augmentation du prix du gaz en 2 ans. Les pâtes coûtent 37% plus cher et les légumes frais 33%. Des dépenses incompressibles qui pèsent sur les bourses et au-delà du niveau moyen de l'inflation. Et il est intéressant de noter les témoignages rapportés par Libération, pour des témoignages de ces prétendus nantis que seraient les retraités actuels, tel par exemple celui de Jean-Baptiste Redé, 66 ans, ancien instituteur, et qui indique « Je ne peux pas me soigner. Les honoraires coûtent trop cher. Dès le milieu du mois, je fais les fonds de tiroir. » Avec son bonnet bleu à rayures rouges et ses lunettes de soleil, c'est ce que dit Libération, il porte fièrement sa pancarte à double message. Au recto de la pancarte, il est écrit « Retraite de luxe des sénateurs pour nous aussi » et de l'autre côté « Augmenter les pensions. » Inutile de dire que la destruction des retraites par la Macronie a laissé des traces, bien entendu. D'autant plus que l'inflation poursuit son rythme galopant et que les salaires, même plus stagnent, mais diminuent très clairement. Les mobilisations ne manqueront pas au sujet des retraites. On le voit encore le mardi 24 octobre, et notamment de la part des premiers concernés face à la réalité matérielle et économique du pays. Mais même par la suite, ces mobilisations se poursuivront. Pourquoi ? Parce que dans le fond, et cela a été très bien démontré l'hiver et au printemps dernier, les retraites sont un fédérateur central dans le cadre de la lutte des classes qui a lieu en France. Et le témoignage de Jean-Baptiste Redé l'illustre parfaitement. L'UE au quotidien, à présent, avec quand même une bonne nouvelle. Et en plus, c'est le Point qui me le rapporte, même si le Point est bien sûr triste et verse des sanglots. À savoir que l'Union européenne ne devrait pas tenir ses engagements de livraison d'obus à l'Ukraine. Et de préciser, le Point, qu'en mars 2023, l'UE s'était engagée à livrer 1 million d'obus en 1 an. Mais l'objectif du million au printemps ne devrait pas être atteint, selon des officiels européens consultés par Bloomberg. En effet, parce qu'en 8 mois, seulement 300 000 obus ont été fournis à l'armée ukrainienne. Pour fournir une telle quantité, les pays de l'UE s'étaient engagés au printemps 2023 à puiser dans leur stock et à financer des achats communs pour Kiev. Mais cela ne devrait pas suffire. Quelle tristesse! Quelle tristesse de constater que finalement la marche à la guerre à laquelle poussent les faucons euro-atlantiques pourrait être compromise pour le régime pro-nazi de Kiev. En revanche, inutile de dire que pour les partisans de la paix, dont font partie bien sûr le PRCF, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, ce qui bien sûr ne peut que déstabiliser et provoquer des regrets du côté de la Macronie. Puisque le ministre des Armées, lui, Sébastien Lecornu, a annoncé mi-octobre 2023, que les livraisons d'obus de 155 mm à l'Ukraine allaient tripler, passant de 1000 unités en janvier 2023 à 3000 en janvier 2024. Cette politique est tout à fait conforme à l'annonce qui avait été faite le 20 janvier dernier, au lendemain de la première grande manifestation pour la défense des retraites, faut-il le rappeler, à savoir que 413 milliards d'euros d'argent public seront consacrés pour la période 2024-2030 à la modernisation des armées. Autrement dit, l'argent pour la guerre, pas pour les salaires. Au PRCF, on dit exactement le contraire depuis plus d'1 an. L'argent pour les salaires et pas pour la guerre. Bon, on a bien compris que les forces euro-atlantiques de France, ce qui inclut d'ailleurs les forces belliqueuses de la NUPES de type Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, cherchent à transformer le pays en avant-garde de l'ordre euro-atlantique. Au risque cependant de discréditer la France, de foutre à la poubelle, passez-moi l'expression, la tradition de la politique étrangère gaulliste, et bien sûr d'exposer la France, on l'a dit, à de multiples critiques et menaces.
Raison de plus pour rapidement en finir avec cet axe UE-OTAN. Pour finir, à présent, le moment idéologique culturel, plutôt culturel cette semaine, avec un coup de projecteur sur la fermeture du théâtre de l'Usine à Éragny-sur-Oise, un théâtre qui a été fondé par la compagnie Hubert Japel. Hubert Japel, créateur du théâtre donc, mais qui est décédé en 2020. Et ce n'est bien sûr pas une bonne nouvelle, puisque comme l'indique Le Parisien, les collectivités locales semblent vouloir écrire une suite pour ce lieu artistique né en même temps que la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, donc autrement dit dans le Val d'Oise. Incontestablement, une page se tourne, d'autant plus que, comme le précise un autre article qui est également paru dans Le Parisien, au moment du décès d'Hubert Japel, ce dernier avait été l'un des pionniers du Festival Off d'Avignon, où il a vécu d'ailleurs dans les années 1960 et 1970. Festival Off d'Avignon, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que chaque été, au mois de juillet, Avignon est transformé en ville-festival par des milliers d'artistes qui investissent les rues et plus d'une centaine de théâtres de la ville. On le voit bien que la difficulté d'accès à un théâtre populaire ne cesse de s'accroître, alors que Hubert Japel a véritablement œuvré, et ce, dès 1975, dans cette optique, puisque en 1975, précise Le Parisien, sa troupe rejoint le centre d'action culturelle de Cergy-Pontoise, et 3 ans plus tard, il s'installe dans une ancienne papeterie d'Éragny-sur-Oise. Cette friche industrielle deviendra le théâtre de l'usine, un endroit qui ne ressemble aujourd'hui encore à aucun autre. Et on voit bien que ça devient difficile pour les compagnies théâtrales de conserver leur lieu de travail. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'appuyer toutes ces compagnies qui se battent pour un théâtre populaire et engagé, comme le fait par exemple la compagnie Jolimont, que soutient le PRCF depuis des années, et encore plus ces derniers temps, puisque la compagnie est menacée d'être tout simplement chassée, disons-le clairement, du théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis par la mairie PS qui lui demande désormais de payer ses factures d'électricité à hauteur de 40 000 €. Or, comme le rappelle Initiative communiste, le site du PRCF, protéger la Belle Étoile de la Plaine Saint-Denis, le théâtre de la compagnie Jolimont, c'est soutenir un lieu et projet culturel riche, ambitieux et ouvert. Et c'est pourquoi nous appelons tous les défenseurs du théâtre populaire engagés et ouverts à signer la pétition qui est disponible d'ailleurs sur le site Initiative communiste et à apporter toute l'aide possible et nécessaire à la compagnie Jolimont, mais plus généralement le soutien à tous les artistes engagés qui en ont véritablement besoin. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Encore une fois, une revue de presse qui, certes, est pas mal basée sur le pessimisme de l'intelligence, mais aussi sur l'optimisme de la volonté. Cet optimisme qu'incarne le PRCF et que vous pouvez également incarner en diffusant cette revue de presse sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, bien entendu également en consultant régulièrement le site Initiative communiste et en vous abonnant au journal Initiative communiste et à la revue théorique Étincelle. Parce que comme le disait très bien déjà Georges Politzer en son temps, eh bien la vraie résistance intellectuelle, ce n'est pas de céder à la réaction, mais de ne pas y céder. Eh bien c'est ce que fait le PRCF, quels que soient les domaines, aussi bien du Proche-Orient jusqu'au théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis. On compte sur vous pour rejoindre le grand mouvement qui se met progressivement en place autour des idées du PRCF. Le combat continue, camarades.